Imagine ceci. Vous réveillez par une chaude nuit d'été. L'année est 1845, l'air est lourd et humide. Vous êtes sur une grande plantation de sucre en Louisiane. Les bruits de la nuit sont forts. Les grillons chantent, les grenouilles croissent. Mais alors, un nouveau son perce l'obscurité. C'est un cri long et plein de douleur. Il vient de la grande maison. Vous connaissez ce cri. Il appartient à maîtresse Clarisse. Mais ce cri est différent. Ce n'est pas de la colère, c'est de la terreur pure et profonde. Vous courez vers la maison. D'autres serviteurs sont déjà là. La peur est dans tous les regards. Vous vous frayez un chemin à l'intérieur. Vous allez à la chambre de la maîtresse. La porte est entr'ouverte. Vous pouvez voir une faible lumière de l'intérieur. Vous entrez. Ce que vous voyez vous glace le sang. Maîtresse Clarisse est allongée sur son grand lit moelleux. Sa chemise de nuit en soie est déchirée. Son ventre est noir et brûlé. Une fumée s'élève lentement de son corps. Et en elle, profondément sous sa peau, il n'y a pas un, mais de nombreux fers à repasser ardents. Ce sont les fers qu'elle utilisait pour garder ses vêtements lisses et chauds. Maintenant, ils sont enfouis dans sa chair. C'est la véritable et sombre histoire d'Elara. Elle était une domestique qui a enfoui des fers brûlants dans le ventre de sa maîtresse. Avant de poursuivre ce récit glaçant, prenez un instant. Dites en commentaire d'où vous regardez ceci. Et si ces sombres récits vous intéressent, veuillez vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager ces histoires cachées. La plantation Beaumont s'étendait loin sous le soleil de la Louisiane. C'était un lieu d'une grande beauté. Des champs de canne à sucre vert s'étiraient sur des kilomètres. De grands chênes, avec de la mousse pendante, bordaient la longue allée. La maison du maître était grandiose. Elle avait des colos, nez blanchés et de larges pochés. Mais cette beauté était un mensonge. Elle couvrait une sombre vérité. Cette vérité était la douleur de centaines de personnes asservies. Elles travaillaient de l'aube au crépuscule. Leur sueur arrosait le sol riche. Leur vie ne leur appartenait pas. L'air de la plantation sentait toujours le sucre doux et la terre humide. Mais sous ces odeurs, il y en avait une autre. C'était l'odeur de la peur. Une peur silencieuse que tout le monde portait. Maître Silas Beaumont possédait cette terre. C'était un homme riche. Il était souvent absent et occupé par les affaires. Quand il était chez lui, c'était un homme dur. Mais sa cruauté passait surtout par ses surveillants. Sa femme, maîtresse Clarisse, était différente. Sa cruauté était personnelle. C'était un couteau aiguisé pour l'âme. Maîtresse Clarisse était une femme qui aimait la beauté. Elle avait une peau douce et pâle et des cheveux foncés et brillants. Elle portait de belles robes. Elle sentait les fleurs douces. Mais à l'intérieur, elle était froide et dure. Elle ne se souciait que d'elle-même. Elle voulait que tout soit parfait. Et elle voulait que tout soit chaud. Son eau de bain, son thé, ses vêtements. Même ses draps devaient être chauffés avant qu'elle ne s'endorme. C'était le travail d'Elara. Elara était une jeune femme. Elle avait à peine 20 ans. Elle était domestique. Cela signifiait qu'elle vivait et travaillait à l'intérieur de la grande maison. Elle était toujours proche de maîtresse Clarisse. Elara travaillait d'avant le lever du soleil jusqu'après son coucher. Elle allait chercher de l'eau. Elle nettoyait les chambres. Elle préparait la nourriture. Mais sa tâche principale était de s'occuper de maîtresse Clarisse. Les exigences de Clarisse ne prenaient jamais fin. Elara devait l'habiller. Elle devait brosser ses longs cheveux. Elle devait s'assurer que ses thés étaient chauds, jamais seulement tièdes.
Elle devait réchauffer les vêtements de Clarisse chaque matin au-dessus d'un petit feu, et chaque nuit, elle devait réchauffer le lit de Clarisse. Cela se faisait avec des fers à chauffer spéciaux. C'étaient de lourdes pièces de métal. Ils avaient de longs manches. Elara les chauffait dans le feu de la cuisine. Puis, elle les transportait, chauds et lourds, jusqu'à la chambre de la maîtresse. Elle les passait sous les draps, rendant le lit bien chaud. Clarisse aimait faire sentir à Elara qu'elle était insignifiante. Elle traitait Elara de maladroite. Elle trouvait des défauts à tout. Elara, ses chaussures ne sont pas assez propres. Elara, tes mains sont trop lentes. Clarisse ne frappait jamais Elara de ses mains. Sa punition était plus astucieuse. Elle faisait tenir Elara debout pendant des heures. Elle ne donnait pas à Elara à manger pendant toute une journée. Elle disait à Elara à quel point elle était laide et inutile. Ces mots étaient comme de petites coupures. Ils brisaient lentement l'esprit d'Elara. Elara trouvait de petits moyens de garder son esprit en vie. Elle avait un petit oiseau en bois sculpté. Sa mère l'avait fait pour elle. Sa mère était morte des années auparavant. Elara gardait l'oiseau caché sous son matelas de paille. C'était son seul réconfort. Elle le touchait la nuit, se souvenant de temps plus doux. C'était une petite part de son vrai moi. Une part que maîtresse Clarisse ne pouvait pas toucher. Clarisse était souvent souffrante. Elle avait du mal à garder un bébé. Elle avait eu plusieurs fausses couches. Chaque fois, elle devenait encore plus cruelle. Elle hurlait sur tout le monde. Elle blâmait les serviteurs. « Vous n'avez pas prié assez fort », cria-t-elle. « Vous n'avez pas fait monter assez chaud. » Sa colère était comme une tempête. Un jour, Clarisse annonça qu'elle était de nouveau enceinte. Elle était très heureuse, mais elle était aussi plus exigeante que jamais. Elara devait tout faire pour elle. Elle devait veiller au moindre souhait de Clarisse. Clarisse voulait que sa nourriture soit très spécifique. Elle voulait que l'eau de son bain soit à une certaine température, et son lit devait toujours être parfaitement chaud. Elara travailla plus dur que jamais. Elle était constamment fatiguée, mais elle faisait de son mieux. Elle espérait que ce bébé apporterait un peu de paix à la maîtresse. Mais cela ne devait pas être. Un matin froid, Elara trouva Clarisse dans son lit. Il y avait du sang partout. Clarisse avait de nouveau perdu le bébé. Ses cris emplissaient la maison. Maître Silas fut appelé. Il semblait en colère et triste, mais le chagrin de Clarisse se transforma en une rage terrible. Elle regarda Elara, les yeux brûlants. « Toi !» hurla Clarisse, pointant un doigt tremblant vers Elara. « Tu as fait ça! Tes mains étaient trop lentes. Tu n'as pas assez chauffé mon lit la nuit dernière. Le froid a emporté mon enfant. » Elara resta immobile. Son cœur était lourd de chagrin pour le bébé perdu, mais aussi de peur. Elle savait que ce n'était pas sa faute, mais Clarisse n'écoutait pas. Clarisse força Elara à nettoyer le sang. C'était une tâche terrible et sale. Elara avait mal au cœur, mais elle n'avait pas le choix. Elle nettoya chaque tâche. Pendant qu'elle travaillait, Clarisse la regardait. Ses yeux étaient durs et froids. « Tu ne vaux rien, » siffla Clarisse. « Tu ne peux même pas faire un simple travail correctement. Tu as laissé mon bébé mourir. » Plus tard ce jour-là, Clarisse appela Elara dans sa chambre. Les mains d'Elara étaient encore à vif d'avoir frotté. Clarisse était assise dans son lit, l'air faible mais toujours pleine de colère. À côté d'elle, sur la table de chevet, se trouvait un des petits fers à chauffer. Il était froid maintenant. Clarisse le ramassa. Ses yeux se fixèrent sur la main d'Elara, la main qui avait nettoyé le sang, la main qui avait réchauffé le lit. « Cette main, dit Clarisse,
sa voix basse et dangereuse, a fait que mon enfant a eu froid. Elle mérite d'avoir froid. Et ensuite, elle mérite de sentir la chaleur. Elle sonna une petite clochette. Un jeune garçon serviteur entra. « Chauffe-moi ça », lui dit Clarisse, « jusqu'à ce que ça brille. » Le garçon semblait effrayé. Il prit le fer et partit. Et Lara resta figée. Elle savait ce qui allait arriver. Le garçon revint quelques minutes plus tard. Le petit fer luisait d'un rouge pâle. Il dégageait des vagues de chaleur. Il le posa sur une assiette en pierre près du lit. Clarisse esquissa un sourire fin et cruel. « Viens ici, Elara, dit-elle. » Elara bougea lentement. Ses jambes étaient comme de la pierre. Clarisse tendit la main et saisit la main gauche d'Elara. Elle la tint fermement. Elara tenta de se dégager. Mais Clarisse était forte de sa colère. « C'est pour mon enfant, » murmura Clarisse. Puis, d'une poussée rapide et forte, elle pressa le fer rougeoyant sur le dos de la main d'Elara. Un cri déchira la gorge d'Elara. Un cri d'agonie pure et brûlante. L'odeur de chair brûlée emplit la pièce. Le fer grésilla sur sa peau. Elara tomba à genoux, tremblante. Clarisse lâcha prise. Elle regarda Elara avec des yeux froids. « Maintenant tu sais ce que le froid a ressenti, » dit Clarisse, « et ce que la chaleur peut faire. Sors !» Elara rampa hors de la pièce. La douleur était comme 1000 feux, mais la douleur dans son cœur était encore pire. Sa main lançait des pulsations. Une marque rouge et vive était là. Elle avait la forme du fer. C'était une marque de propriété, une marque de la cruauté de Clarisse. Ce fut le point de rupture d'Elara. La douleur ne brisa pas son esprit. Elle le durcit. Elle transforma son chagrin en autre chose, quelque chose de froid et de tranchant, quelque chose comme de l'acier. Si vous êtes toujours avec nous, écrivez « Feu et fer » dans les commentaires. Cela nous aide à savoir qui écoute ces histoires de souffrances silencieuses et de terrible justice. Dans les jours qui suivirent, la blessure d'Elara brûlait, mais son esprit devint très clair. Elle accomplissait toujours ses tâches. Elle aidait toujours Clarisse. Personne ne vit de changement en elle. Mais Elara n'était plus la même fille. Ses yeux observaient Clarisse différemment maintenant. Elle observait les habitudes quotidiennes de Clarisse, comment elle se réveillait, comment elle mangeait quand elle dormait. Elle observait où les fers à chauffer étaient gardés. Elle les regardait briller d'un rouge ardent dans le feu de la cuisine. La brûlure sur la main d'Elara était un rappel constant. Elle guérit lentement, laissant une cicatrice sombre et hideuse. Une marque permanente. Chaque fois qu'elle voyait la cicatrice, elle se souvenait du sourire cruel de Clarisse. Elle se souvenait de la douleur. Et un plan commença à se former dans son esprit. C'était un plan sombre et simple. Il était né d'une rage profonde et silencieuse. Elara pensa au fer à chauffer. C'était des outils de confort pour Clarisse. Il rendait dans son lit chaud. Il rendait ses vêtements lisses. Il faisait partie du monde de luxe douillet de Clarisse. Mais c'était aussi des instruments de douleur. Clarisse en avait utilisé un pour la brûler. Elara les utiliserait pour apporter à Clarisse un autre type de chaleur, une chaleur finale aidée, Rabel. Elara commença à collectionner les fers. Il y en avait plusieurs petits pour les vêtements, un plus grand pour les draps. Elle commença à les cacher, pas tous en même temps, pour que personne ne le remarque. Un dans la buanderie, un autre à l'arrière du garde-manger de la cuisine. Elle les polissait, pas pour les nettoyer, mais pour sentir leur poids, leur froideur. Elle savait ce qu'ils ressentiraient quand ils seraient chauds.
La nuit qu'elle choisit fut une nuit chaude, tout comme la nuit de la fausse couche de Clarisse, une nuit lourde et humide. Le genre de nuit où le sommeil venait difficilement, et les rêves étaient en plein d'ombre. Clarisse avait pris beaucoup de laudanum, un somnifère, pour l'aider à dormir. Elara le lui avait donné avec son thé du soir. Elle regarda Clarisse tomber dans un sommeil profond et lourd. Elara attendit. La maison devint silencieuse. Seuls les bruits des grillons et des grenouilles brisaient le calme. Elara se déplaça comme une ombre. Elle alla à la cuisine. Elle trouva les fers cachés. Elle alluma un grand feu dans l'âtre. Elle plaça chaque fer soigneusement dans la partie la plus chaude des flammes. Elle les regarda. Le métal commença à changer de couleur, du gris foncé au rouge terne, puis, lentement, à un orange vif et lumineux, puis un rouge ardent et féroce. Il vibrait de chaleur, il brillait d'une lumière terrible. Sa main brûlée lançait des pulsations. Mais Elara ne ressentait plus de douleur maintenant. Elle ressentait un calme étrange. Son cœur battait lentement et régulièrement. Ce n'était plus de la colère. C'était un but froid et clair. Elle utilisa d'épais chiffons pour retirer le premier fer rougeoyant du feu. La chaleur était immense. Elle brûlait l'air autour d'elle. Elle le transporta avec précaution, puis le suivant, et le suivant. Elara se dirigea vers la chambre de Clarisse. La porte était légèrement ouverte. Elle l'ouvrit plus grand. Clarisse dormait profondément. Sa respiration était régulière. Son visage était doux et paisible. La paix qu'Elara n'avait jamais connue. Elara se tint près du lit. Elle regarda le ventre de Clarisse. L'endroit où Clarisse avait dit que son bébé avait été. L'endroit où Clarisse avait blâmé Elara pour sa perte. Elara posa le premier fer rougeoyant sur le sol près du lit. Sa chaleur toucha ses pieds nus à travers sa robe usée. Puis, elle retira lentement, soigneusement, les draps de soie de Clarisse. Elle ouvrit la chemise de nuit de Clarisse. La peau pâle de Clarisse était maintenant à découvert. Elara tint le premier fer. Il pulsait de chaleur. Elle le plaça doucement, lentement, sur l'estomac de Clarisse. Un grésillement, un son terrible. L'odeur de chair brûlée emplit la pièce. Les yeux de Clarisse s'ouvrirent en grand. Un halètement de terreur pure et brutale s'échappa de ses lèvres. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant Elara, et le fer rougeoyant sur son ventre. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Seulement un gargouillement étouffé. Le fer brûlait déjà profondément. Elara ne parla pas. Son visage était de pierre. Elle regarda le visage de Clarisse se tordre d'agonie. Elle tira un autre fer, rouge vif et incandescent, du sol. Clarisse essaya de bouger. Elle essaya de s'asseoir. Mais la chaleur, le choc, la maintenaient. Elara plaça le deuxième fer. Un autre grésillement. Une autre vague de douleur brûlante. Clarisse commença à trembler. Son corps s'arqua. Un petit gémissement animal s'échappa finalement de sa gorge. Elara ne s'arrêta pas. Elle plaça le troisième fer, puis le quatrième, chacun s'enfonçant dans la chair de Clarisse, chacun apportant une douleur plus inimaginable. Les cris de Clarisse étaient sans silencieux maintenant. Seulement un souffle rauque. Son corps se débattait. Ses yeux fixaient Elara, non pas avec colère, mais avec une horreur profonde et sans fin. Une horreur qu'Elara connaissait bien. Une horreur avec laquelle elle avait vécu pendant des années. Lorsque le dernier fer fut placé, Elara recula.
Le corps de Clarisse gisait immobile. De la fumée s'élevait de son ventre. La pièce sentait la chair brûlée et la soie. Les yeux de Clarisse étaient toujours grands ouverts, fixants, mais ne voyant rien. Elara regarda son œuvre. Il n'y avait aucune joie dans ses yeux, aucun regret, seulement un calme profond et vide. Dites-nous, si vous aviez vécu la vie d'Elara, auriez-vous cherché une forme de justice aussi terrifiante? Commentez oui ou non ci-dessous. Elara laissa les faire à l'intérieur de Clarisse. Elle remonta le drap de soie, couvrant le visage de Clarisse. Elle nettoya ses mains lentement. Sa main brûlée lançait des pulsations maintenant. C'était un rappel. Elle se rendit dans sa petite chambre du quartier des esclaves. Elle s'assit sur son matelas de paille. Elle attendit. Le lendemain matin, une jeune servante trouva Clarisse. Son cri réveilla toute la plantation. Maître Silas se précipita dans la chambre. Il vit l'horreur, il vit la fumée, il vit les fers. Son visage pâlit. Son chagrin se transforma en une rage terrible. La plantation sombra dans une panique folle. Les surveillants cherchèrent partout. Elara fut trouvée dans sa chambre. Elle était silencieuse. Elle ne montrait aucune peur. Elle n'essaya pas de s'enfuir. Quand ils la traînèrent dehors, elle ne lutta pas. Elle ne parla pas. Son silence était plus fort que n'importe quel cri. Ils jugèrent Elara très rapidement. Ce n'était pas un vrai procès. Ils la traitèrent de monstre, de démon. Maître Silas parla de sa méchanceté. Elara resta silencieuse. Elle ne dit pas un seul mot. Ses yeux étaient fixés sur le ciel, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Elle fut déclarée coupable. Sa punition fut décidée. Elle serait pendue. Le jour de sa pendaison était ensoleillé et clair. Une potence fut construite sur la place du village. Beaucoup de gens vinrent regarder. Ils voulaient voir le monstre mourir. Elara fut conduite à la potence. Ses pas étaient fermes, sa tête était haute, sa main brûlée était toujours bandée. Personne ne lui demanda ses derniers mots. Il ne se souciant pas de ce qu'elle pensait. La corde fut passée autour de son cou. La trappe s'ouvrit, son corps tomba. Il se balança dans le vent, puis il fut immobile. Elara était morte. Mais son histoire ne mourut pas avec elle. L'histoire d'Elara n'était pas écrite dans les livres. Elle n'était pas racontée en bonne société. Mais elle a survécu. Elle a vécu dans des murmures, dans les quartiers d'esclaves, dans les voix chuchotées, dans les champs la nuit. Elle est devenue une légende sombre et puissante. On disait que son esprit hantait la plantation Beaumont, que par les chaudes nuits d'été, on pouvait encore sentir la chair brûlée. On pouvait entendre de faibles cris venant de la chambre de la maîtresse. Pour les asservis, Elara n'était pas seulement une meurtrière. Elle était un symbole de ce qui arrive quand un esprit est poussé trop loin. Un avertissement au maître, que même la personne la plus silencieuse peut trouver un moyen terrible de riposter. Son nom, Elara, devint un mot prononcé avec peur par certains et avec un étrange respect par d'autres. Son histoire est un rappel frappant. Elle nous parle des coups les plus profonds et les plus sombres de la cruauté. Une leçon gravée dans l'histoire du Sud comme les marques des fers brûlants. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a touché de quelque manière que ce soit, veuillez vous abonner à notre chaîne. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres. Que ces histoires du passé, même les plus horribles, soient rappelées. Elles contiennent de puissantes vérités
que nous ne devons jamais oublier. La mort d'Elara Napor appa la paix à la plantation Beaumont. Elle apporta un autre genre d'obscurité. Une ombre froide tomba sur la grande maison. Tout le monde la sentit. Maître Silas ne fut plus jamais le même. Sa femme était partie. Sa réputation était blessée. Il parcourait les couloirs avec un regard hanté. Il buvait souvent trop de whisky. Les autres personnes asservies travaillaient avec encore plus de peur, mais aussi avec une force cachée. L'histoire d'Elara était un feu silencieux dans leur cœur, une vérité secrète. Des choses étranges commencèrent à se produire. De petites choses au début. Des outils disparaissaient, ou ils étaient retrouvés à des endroits étranges. Des bruits provenaient de pièces vides, puis les odeurs commencèrent. Une odeur faible, terrible. C'était l'odeur de chair brûlée. Elle emplissait l'air de la grande maison, puis elle disparaissait. Parfois, la nuit, un doux cri flottait depuis l'ancienne chambre de maîtresse Clarisse. Ce n'était pas un cri triste, c'était un cri de terreur pure et silencieuse. Exactement comme celui qu'Elara avait entendu cette nuit-là. Maître Silas tenta d'ignorer ces choses. Il se disait que ce n'était que son imagination, ou l'humidité et la chaleur qui jouaient des tours. Mais il ne pouvait pas y échapper. Il quittait souvent la plantation pendant de longues périodes. Il détestait être là. Des années passèrent. La plantation commença à péricliter. La canne à sucre ne poussait pas aussi bien. Les récoltes étaient plus petites. L'argent vint à manquer. La maison autrefois grandiose commença à paraître vieille et fatiguée. La peinture s'écaillait. Le bois pourrissait. Les mauvaises herbes poussaient haut dans les jardins. La longue allée était envahie. La beauté de la plantation mourut lentement. Elle devint un lieu de triste déclin. Maître Silas fit venir un nouveau surveillant. Il s'appelait Monsieur Abernathy. C'était un jeune homme. Il était désireux d'améliorer les choses. Il ne croyait pas aux histoires de fantômes. Monsieur Abernathy venait de loin. Il ne savait rien d'Elara. Il ne savait rien de Clarisse. Il ne voyait qu'une plantation en difficulté. Il voulait la réparer. Il entendit les murmures des autres travailleurs. Il parlait d'un esprit, d'une domestique. Il disait qu'elle portait malheur. Il se moqua d'eux. Juste des contes de bonnes femmes, dit-il. Mais bientôt, M. Abernathy commença à remarquer des choses. Le personnel de cuisine parlait de points froids. Il parlait de casseroles qui se déplaçaient toutes seules. Il vit des lumières vacillantes provenant de la chambre de la maîtresse la nuit. Il allait vérifier. Il ne trouvait rien. La pièce était sombre et vide. Mais la sensation de froid restait avec lui. Un froid qui lui mordait les os. Un soir, M. Abernathy travaillait tard. Il était seul dans la grande maison. Il entendit un bruit, un léger cognement. Il venait de l'ancienne chambre de Clarisse. Il prit une lampe. Il se dirigea lentement vers la pièce. La porte était légèrement entr'ouverte. Une faible lueur venait de l'intérieur. Il poussa la porte. La pièce était calme et silencieuse. La lueur avait disparu, mais une forte odeur le frappa. C'était doux comme du sucre brûlé, mais aussi âpre comme quelque chose de métallique qui brûle. Et en dessous, une faible et horrible odeur de viande rôtie. M. Abernathy retint son souffle. Il regarda autour de la pièce. Le vieux lit à baldaquin était vide. Les draps étaient immobiles. Mais quelque chose n'allait pas. L'air était lourd. Il vit quelque chose sur le sol. C'était une petite forme sombre. Il se pencha. C'était un petit oiseau en bois sculpté. Il semblait très vieux. Il le ramassa.
Alors que ses doigts se refermaient autour de l'oiseau, une vague de froid l'envahit. Il ressentit une douleur soudaine et aiguë dans sa main. Ce n'était pas une vraie douleur, mais cela ressemblait à une brûlure. Il lâcha l'oiseau. Il régua. Regardait sa main. Il n'y avait rien, aucune marque. Mais la sensation de brûlure persista. C'était une chaleur profonde et lancinante. Monsieur Abernathy essaya de secouer ça. Il se dit que c'était la chaleur de la nuit, ou son esprit qui lui jouait des tours. Ce n'était pas un homme qui croyait aux esprits. Mais la peur commençait à grandir. C'était une peur silencieuse, une peur qu'il ne pouvait nommer. Il commença à observer les autres personnes asservies. Il vit la même peur dans leurs yeux. Il vit la façon dont ils évitaient la chambre de Clarisse. Il vit la façon dont ils parlaient à voix basse. Ils ne prononçaient jamais son nom, seulement la domestique, ou elle. Une nuit, M. Abernathy ne put dormir. L'air était épais et chaud. Il l'entendit de nouveau, le doux pleur. Il venait de la chambre de Clarisse, il se leva. Cette fois, il ne prit pas de lampe. Il marcha dans l'obscurité. Il se sentit attiré par le son. Il atteignit la porte de Clarisse. Il la poussa. La pièce était sombre. Mais alors, une faible lumière rougeâtre apparut. Elle venait du lit. Il vit une forme sur le lit. C'était maîtresse Clarisse. Elle était allongée là. Son corps était immobile. Sa chemise de nuit blanche était déchirée. Son ventre était noir et brûlé. Une fumée s'élevait de sa peau. Et en elle, rougeoyante, se trouvaient de nombreux fers ardents. Ils pulsaient d'une chaleur terrible. L'odeur de chair brûlée était forte maintenant. Elle lui remplit le nez. Ça le fit vomir. Monsieur Abernathy se figea. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Il ne pouvait bouger. Il ne pouvait que fixer l'horreur. Ses yeux étaient grands ouverts. Puis, les yeux de Clarisse s'ouvrirent. Ils étaient grands ouverts et remplis de terreur. Exactement comme cette nuit-là. Il le fixait, ne le voyant pas, ne voyant que la douleur. Un cri silencieux déchira sa bouche. C'était un cri qui ne produisait aucun son. Mais M. Abernathy le sentit dans ses os. C'était un cri d'agonie pure et sans fin. Tandis qu'il regardait, une silhouette apparut près du lit. C'était une jeune femme. Son visage était calme. Ses yeux étaient fixés sur Clarisse. Elle tenait un fer rougeoyant dans sa main. Son autre main était bandée. Elle semblait brûler. Elle bougea lentement. Elle plaça un autre fer rougeoyant sur le ventre de Clarisse. Un doux sifflement. Une autre vague de fumée. Monsieur Abernathy recula en trébuchant. Il sentit la chaleur. Il sentit le brûler. Il entendit les cris silencieux. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. La jeune femme leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de M. Abernathy. Il n'y avait pas de colère, pas de haine, seulement un calme profond et vide. Un but. Il vit la marque sur sa main brûlée. C'était une cicatrice, la forme d'un fer. Il comprit alors. Il comprit l'histoire. Il comprit la justice. M. Abernathy se retourna et courut. Il sortit de la pièce en courant. Il sortit de la maison en courant. Il ne s'arrêta pas de courir avant d'être loin de la plantation. Il quitta Beaumont cette nuit-là même. Il ne regarda jamais en arrière. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu. Mais l'image de Clarisse, des fers et du visage calme de la domestique resta avec lui. L'histoire d'Elora devint encore plus forte après cela. Plus de gens quittèrent la plantation.
Personne ne voulait y être. Personne ne pouvait supporter le fait qu'elle était hantée. Maître Silas fut laissé seul. Il mourut quelques années plus tard. Son corps fut retrouvé dans la chambre de Clarisse. Il était allongé sur le sol. Son visage était figé par la peur. La plantation Beaumont fut abandonnée. Les champs devinrent sauvages. La maison s'effondra. Les colonnes tombèrent. Les porches pourrirent. La nature reprit ses droits. Mais même aujourd'hui, certains disent que si vous allez au Wynn de Beaumont par une chaude nuit d'été, vous pouvez encore l'entendre. Les faibles et terribles cris, et vous pouvez la sentir, la douce et horrible odeur de chair brûlée, et parfois, dans les ombres les plus profondes, vous pourriez voir une jeune femme. Elle marche avec un but calme et silencieux. Ses yeux sont vides. Sa main est marquée. Elle est toujours là. La justice d'Elara ne fut pas rapide. Ce ne fut pas un acte unique. Ce fut une blessure durable, une cicatrice sur la terre elle-même, un souvenir qui refusait de mourir. La plantation n'est plus qu'une ruine, un fantôme de ce qu'elle fut autrefois. Mais l'histoire d'Elara perdure. Elle murmure à travers les hautes herbes. Elle bruisse dans les chênes mourants. Elle raconte une vérité sur la cruauté, une vérité sur la souffrance, et une vérité sur le pouvoir terrible et durable d'un esprit brisé cherchant justice. Une justice si profonde et si sombre qu'elle hante la terre même. Elle nous avertit. Elle nous avertit que certains torts ne peuvent être enterrés. Certaines douleurs ne peuvent être oubliées. Certains feux, une fois allumés, brûlent pour toujours. C'est la véritable et sombre histoire d'Elara. Une histoire de feu et de fer. Une histoire de cris. Une histoire qui nous rappelle les histoires cachées, celles qui refusent de rester silencieuses